Un réveil et bienvenue aux amis qui nous ont rejoints en cette matinée du dimanche 10 mars 2024. Nous sommes ravis de vous accompagner jusqu'à 9h30 avec différentes thématiques. La semaine a été marquée par la célébration du 8 mars, journée qui correspond à cette lutte justement des femmes en faveur de leurs droits à travers la planète. Et bien sûr, les Algériennes n'étaient pas en reste. Elles ont fait le point sur les acquis, sur l'évolution justement de tous ces droits, de tout ce cheminement vers la réalisation de soi également. Et justement, à cet effet, nous avons opté pour un choix donc qui va certainement faire plaisir aux femmes entrepreneurs. Et oui, nous aurons le plaisir aujourd'hui de recevoir la présidente de l'Association des femmes algériennes chefs d'entreprise qui va nous parler de nouveautés en matière justement de projets liés à l'agriculture, notamment bien sûr la femme et l'agriculture seront au centre de notre discussion tout à l'heure avec Madame Saadi Shahrazad, présidente de cette association. Alors aujourd'hui, nous aurons aussi le plaisir de recevoir chef Rabah Wared, donc qui est très connu sur les réseaux sociaux, très apprécié par les amoureux d'art culinaire. J'allais dire les femmes, mais non pas que les femmes. Maintenant, les hommes s'y mettent de plus en plus. Et chef Wared les guide souvent justement par rapport à leurs choix, par rapport aux astuces, etc. En tout cas, il est de passage à Alger, donc il arrive de Montréal à l'instant et il sera notre invité ce matin aux côtés de Fela Benour, justement, qui anime la rubrique Djelia des aides. Cette matinée, nous aurons le plaisir également de recevoir nos amis de chaque dimanche, donc des membres de l'équipe, notre rédacteur en chef Yazid Aït Mahidine dans la rubrique So, et puis Samira Hadj Amar, donc qui a choisi aujourd'hui de poser un gros plan sur le lycée. Amir Abdelkader nous dirait le lycée. C'est quoi? Pourquoi? On va parler d'éducation dans une rubrique liée au patrimoine? Eh bien non, elle va parler de tout un patrimoine que cache cet édifice, justement, qui a vu le passage de grands noms de la littérature, entre autres. Donc, l'Émir Abdelkader, ce lycée prestigieux, on en parlera d'une manière différente avec Samira Hadj Amar ce matin. Et puis, bien sûr, nous approchons du mois sacré de Ramadan, et aujourd'hui est un jour très important pour le monde musulman, c'est la nuit du doute qui sera donc marquée en Algérie comme partout ailleurs dans le monde musulman. Aujourd'hui, nous en parlerons avec Monsieur Hachadi Abdelhamid, donc qui est représentant du ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Voilà qui est dit par rapport à cette matinale qui comptera également notre rubrique Saveurs algériennes avec Soumiya Zerouali. Donc on vous remercie pour votre attention et voilà, on va être avec vous jusqu'à 9h30. Ne quittez pas donc Canal Algérie. Tout de suite, on vous offre un premier point météo pour vous encourager à en savoir plus sur les nouvelles du ciel. C'est avec Amel Aribi, c'est parti. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Radia. Ça va? Ça va très bien. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ben voilà, je ne sais pas, je ne comprends pas ce temps. C'est un peu mitigé, il fait pas très froid. Pas du tout. À Alger, mais en revanche, il y a des ondées ou des pluies, je ne sais pas comment vous allez les appeler ce matin. C'est comme on dit, mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin, donc... Voilà, en résumé. En résumé, mais... En tout cas, il ne fait pas très très froid. Il ne fait pas froid, c'est ce que j'ai remarqué. Franchement, non. En tout cas, dites-nous tout, allez. Voilà, mi-figue, mi-raisin. Maintenant, on voudrait le détail du détail, s'il vous plaît. Alors allons-y. Merci Radia et bonjour à tous et bon réveil. Pour aujourd'hui, eh bien, le ciel se montrera souvent nuageux d'ouest en est, avec des pluies parfois sous forme d'averses sur les régions de l'ouest et le centre, mais quelques pluies près des côtes est. Mais le facteur le plus important aujourd'hui, c'est les vents qui seront assez forts sur pratiquement toutes les côtes algériennes, qui peuvent parfois atteindre les 80 km/h près des côte ouest et centre. La moitié sud, eh bien, le ciel restera dégagé à partiellement voilé, excepté quelques passages nuageux du Nord Sahara vers les oasis. Et à noter aussi des vents forts sur une grande partie des régions sahariennes qui vont engendrer des solons de sable. Donc soyez très très prudents. La visibilité risque d'être réduite vers ces régions.
Les températures, eh bien, durant l'après-midi, Météo Algérie a prévu un minimum de 11 degrés du côté de Tiaret, 12 Al Beyoud, 14 Constantine, Sétif, également Djelfa, 15 degrés à Batna, 17 Alger, Oran, Tlemcen, Tizi Ouzou, 19 degrés à Annaba, au sud 20 degrés à Biskra, 24 Béchar, 25 à Gardaya, 28 Tindouf, Adra, Tamanrasset et Insalah, 31 et Janet, pardon, 31 à Insalah, 32 à Elizi, 35 Ingezam et 36 degrés le maximum cette fois-ci à Bodj Bedi Mourtal. La mer aujourd'hui, avec les vents forts, eh bien, on aura une mer très agitée sur les côtes ouest, centre également, est du pays. Avec une mer vraiment démontée, des vents forts sur le centre qui peuvent atteindre les 80 km/h, les 60 km/h sur les côtes ouest et est. Les vents seront de secteur ouest sur les côtes ouest et centre et sud-ouest sur les côtes est. On va faire un petit tour du côté de l'Amérique du Nord où le temps restera plutôt pluvieux vers Vancouver, également Miami, quelques flocons de neige à Montréal, des passages nuageux New York, Dallas, Californie, Mexico. Le mercure affichera 3 degrés seulement à Montréal, 9 à Vancouver, également Washington, 10 degrés à New York, 17 à Dallas, 22 en Californie et le maximum cette fois-ci à Miami avec 31 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous remercie. Très bonne matinée à vous aussi. Également, merci. Je vous le souhaite vivement, en tout cas, ainsi que tous ceux qui nous suivent ce matin. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. En tout cas, ce dimanche commence chez nous avec une chanson en soutien au peuple palestinien, au Razaoui notamment, à la gloire aux martyrs de cette bande enclavée de Raza. Et tout de suite, c'est une voix algérienne, justement, qui rend hommage à Raza et à sa population.
Pour ces paroles poignantes qui expriment tout haut ce que chacun de nous pense et ressent au quotidien en regardant les images qui nous parviennent de Gaza, ces bombardements, cette injustice, ces deux poids deux mesures dans le monde. Donc on est toujours ravis qu'il y en ait un qui s'exprime et qui parle à notre place. En tout cas, voilà, c'est une belle chanson en hommage à Gaza. Ce matin, nous allons parler justement de la femme, on le disait tout au début de l'émission, en sommaire. Bien sûr, la femme comment? Celles qui ont choisi justement l'entrepreneuriat comme parcours professionnel. Et pour en parler, qui est mieux que la représentante et présidente de l'association Sève, qui travaille et œuvre depuis des années au développement justement de l'entrepreneuriat féminin, mais aussi à l'information, à l'orientation de toutes ces femmes chefs d'entreprise. Ravie de recevoir ce matin donc Madame Shahrazad Saadi. On est ravis de vous avoir avec nous. Merci, ravie d'être de nouveau à Bonjour d'Algérie, notre partenaire et qui nous a toujours appuyés. Ça a toujours été un vecteur pour diffuser notre actualité. Merci. Ça vous fait un parcours de combien d'années déjà dans Sève? Moi, je suis depuis 2012 à Sève, quand même. Oui, bah, parmi les premières en tout cas. Hein. Oui, même si Sève a été créée en 93, 30 ans déjà. Donc, un parcours intéressant, riche, et toujours avec la même conviction que les femmes sont un grand potentiel pour notre pays et que leur intégration dans l'économie est une nécessité aujourd'hui, un levier au développement et à la croissance. Ce n'est même plus un combat féministe, c'est une nécessité économique et une nécessité au développement du pays. Oui, effectivement, la femme a aussi ses particularités, ses capacités, et qui peut vraiment s'intégrer et puis mener vraiment une entreprise, un projet de bout en bout et réaliser, apporter justement rendement et concrétisation. Absolument, nul doute par rapport à cela. Et je pense que la femme algérienne a toujours été une leader. A toujours mené des actions en faveur du développement de son pays. Depuis notre guerre de la Révolution, ça reste notre référentiel. Absolument. Je pense que quoi qu'on fasse aujourd'hui, on n'atteindra pas le courage qu'elles avaient, elles. Et je vais vous demander juste d'ouvrir une parenthèse. Vous évoquiez au début la femme palestinienne et ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Je voudrais exprimer toute ma solidarité et celle de tous les membres de Sève et celle de toutes les Algériennes et Algériens à ce peuple magnifique qui donne une leçon extraordinaire au monde, une leçon, et c'est les femmes qui sont au premier rang des sacrifices. Elles enterrent parents, elles enterrent des enfants en conservant leur poids et leur dignité. Leur foi et leur dignité. Elles restent dignes, elles résistent et elles sont prêtes à donner encore plus pour libérer leur pays. On comprend ce qu'elles vivent parce que nous l'avons vécu, même si on ne l'a pas vécu nous durant la guerre de Révolution, mais à travers nos aînés, nos parents. Il n'y a personne parmi nous qui n'a pas dans sa famille une moujahida ou un moujahid ou un shahid. Donc on est tous, je crois, en Algérie imprégnés de ces principes et ces valeurs de libération et on ne peut que soutenir tous ces peuples qui luttent aujourd'hui pour leur liberté. Oui, alors Inch'Allah, une Palestine libre et indépendante. Inch'Allah. Et toutes ces femmes qui sont ciblées par l'entité sioniste, j'espère qu'elles trouveront justement un peu de paix et aussi, un espace justement qui permette de les protéger. Parce que ce sont quand même des personnes assez fragiles dans la société. Absolument. Donc aujourd'hui, nous allons parler des femmes chez nous, de ces femmes qui ont choisi d'être chefs d'entreprise et particulièrement un domaine que vous avez ciblé tout récemment, l'agriculture notamment. Absolument. Aujourd'hui, elles sont présentes dans tous les domaines. D'abord parce qu'elles ont les compétences managériales, elles ont l'ambition, elles ont les compétences scientifiques. Les femmes sont 66% à peu près dans les universités. Donc c'est un grand potentiel qu'il va falloir retrouver sur le marché de l'emploi et particulièrement dans l'entrepreneuriat. L'agriculture, c'est un peu une nouvelle orientation pour la Sève, les secteurs et les filières. Donc depuis 30 ans, Sève œuvre pour l'accompagnement des femmes, par la formation, par le réseautage, par le plaidoyer, parce que nous sommes aussi un partenaire économique au pouvoir public. Donc ce dialogue, il est nécessaire pour justement porter la voix des femmes dans le monde économique. Aujourd'hui,
on pense avoir fait beaucoup de choses dans tout ce qui est accompagnement par la formation, un accompagnement un peu général pour l'inclusion des femmes. Ça ne veut pas dire que nous allons abandonner cette mission. Bien au contraire, nos programmes par rapport à cela continuent. Se poursuit, mais il y aura davantage d'attention aux secteurs prioritaires qui sont identifiés et définis par notre stratégie économique. Donc, nous sommes une association patronale, donc on s'inscrit automatiquement dans la politique des pouvoirs publics, la politique de développement économique, et l'agriculture, comme la pêche, comme le tourisme, comme les nouvelles technologies, comme l'industrie, sont aujourd'hui les activités à haute productivité. Absolument. Et c'est à travers ça que nous allons arriver à la croissance espérée, à 2 chiffres, Inch'Allah. L'agriculture, nous avons, il y a le 6, donc il y a quelques jours, conclu un accord avec un groupe agricole pour un appui technique aux femmes agricultrices membres de SEV. L'appui technique est très important parce qu'il va leur permettre, elles qui arrivent parfois de spécialités très loin de l'agriculture. Oui, nous avons des femmes qui étaient dans le bâtiment et qui ont, pour des besoins de la conjoncture économique et pour aussi les avantages offerts par l'État, dans l'agriculture par exemple, décider de s'orienter, de faire une reconversion professionnelle ou de leur métier principal et de se diriger vers l'agriculture. Donc ces femmes ont besoin d'avoir des ingénieurs, des experts en agriculture pour les accompagner et ça ne peut que leur apporter des possibilités du positif quant à la manière avec laquelle elles vont exploiter leurs terres agricoles. Et ça se répercutera certainement sur la qualité et la quantité de leur production. Le rendement, donc, sera certainement Donc nous avons assuré. commencé avec un premier groupe de Khanchla, Stif, Tarf et Tbessa. Très bien, l'Est du pays. L'Est du pays, parce qu'il y avait un potentiel, donc il y avait un nombre assez important de femmes dans l'agriculture dans cette région, qui est aussi connue par sa nature agricole. Il y aura certainement d'autres femmes de l'Ouest. On est en train d'identifier certaines femmes qui ont la possibilité d'intégrer ce programme. Et Inch'Allah, il y aura donc un suivi de ce groupe que je remercie. Donc, comment ça va se dérouler ? Alors, concrètement, il va y avoir des visites sur le terrain, des ingénieurs agronomes et experts donc qui sont Donc, ce n'est pas vraiment de la théorie, ça va être du concret sur site. Ils se déplacent pour identifier les besoins, pour faire des analyses de sol, pour voir quelles sont les cultures qui peuvent être développées. Donc, c'est toujours dans un souci d'améliorer la rentabilité. Et qui parle de rentabilité parle de compétitivité. Et aujourd'hui, la compétitivité des entreprises, c'était le levier principal du développement. Une entreprise compétitive, c'est une entreprise qui peut aller sur le marché à l'aise, qui a tous les atouts pour être visible, pour faire du chiffre, pour s'exporter, pourquoi pas, et en moins pour couvrir les besoins du marché local. Absolument, déjà répondre à la demande locale et puis après pourquoi pas, si le produit est original, s'il répond aux qualités, aux normes internationales, pourquoi pas. Mais en fait, elles sont capables de le faire, j'imagine. Donc il y a eu ce groupe justement agroalimentaire qui va mettre à disposition justement de toutes ces femmes et de Sèvres tous ces experts et ces ingénieurs, mais il y a aussi le CREAD qui prend part à une seconde convention. Oui. Alors, ce que nous avons signé avec le CREAD, c'est une convention qui va nous permettre de lancer des études sur le genre dans l'économie. Le CREAD est connu par son intérêt au genre, à la problématique genre, qui est très importante, notamment quand elle est dans les politiques des pouvoirs publics. La composante genre, c'est ce qui va permettre à l'entrepreneuriat féminin d'être implémentée de manière méthodologique. Et on estime que sans chiffres, sans statistiques, sans vision, sans prospective, on ne peut pas avoir cet outil qui est un programme qui va permettre à l'entrepreneuriat féminin de prendre toute sa place en le considérant comme une partie prenante de la stratégie économique du pays. Donc c'est à partir de là que nous avons conclu cet accord avec le CREAD. Donc on va travailler sur des études concernant des filières, concernant les produits du terroir et concernant les femmes dans le top management. Ça c'est une thématique qui est très importante. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de visibilité quant au potentiel de femmes susceptibles d'être dans des postes directoires. Et on va essayer avec le CREAD de développer
donc cette thématique pour avoir un index des femmes dans le top management, Inch'Allah. Sève s'est placé depuis des années comme étant un partenaire économique. Donc vous étiez dans la tripartite. À chaque fois, le gouvernement vous associez à ces consultations élargies pour voir un petit peu le marché et dans les deux, pour ce qui relève des deux genres. Et puis, vous êtes donc aussi conseillère conseillère en PME aussi. Oui, Sève est membre de certains espaces de concertation qui ont été mis donc par l'État, mis en place par l'État pour justement renforcer le dialogue entre la société civile, le patronat particulièrement, et donc les responsables des différents secteurs. Sève est membre du Conseil national pour le développement de la PME qui est sous la tutelle du ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique. Nous sommes également membres du Conseil des statistiques et du Conseil de la fiscalité. Ce qui ne vous empêche pas et ce qui vous laisse aussi le temps d'avoir aussi une présence à l'international, comme ce fut le cas tout récemment. Vous êtes cofondateur. Sève est une association qui, aux côtés d'une autre association allemande, vient aussi de mettre les jalons pour un nouveau partenariat à l'étranger. Oui, c'est un partenariat qui a débuté en 2017. C'est un programme qui cible le renforcement des femmes chefs d'entreprise dans la région MENA. Dans ce réseau, il y a l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Liban et l'Allemagne. Et s'est élargi récemment au Sénégal et à la Côte d'Ivoire, ce qui donne un peu une étendue continentale et africaine à ce réseau. Et tant mieux, parce que je ne vous apprends rien si je vous dis que l'Afrique aujourd'hui est un grand potentiel, un grand marché pour nous, Algériens, qui pouvons être un hub, mais aussi une bonne passerelle à beaucoup d'autres pays qui peuvent transiter par l'Algérie avec tous les moyens logistiques qui ont été mis en place. Donc c'est une opportunité à saisir, à valoriser, à capitaliser, et c'est ce que nous essayons de faire. Ce réseau, donc, il a donné beaucoup de livrables. Durant ces années, on a travaillé sur des programmes qui ciblent les STEM, les femmes dans les filières scientifiques et technologiques. J'allais vous poser la question, j'allais dire, les femmes sont intéressées le plus par quel domaine en général? Il y a un grand potentiel dans tout ce qui est technologie. Et les nouvelles technologies sont un secteur assez intéressant parce qu'il est transversal. C'est-à-dire il peut servir l'agriculture, il sert l'industrie. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'industrie 4.0. Il peut servir le tourisme. Donc, c'est un secteur qui n'est pas... vraiment un carrefour. Il est transversal, il peut intervenir en amont et en aval. Et c'est ce qui nous a un peu laissé... ce qui nous a poussé à nous intéresser à travers un programme à ce secteur. Donc, on a lancé le She Made It depuis 2017. Nous sommes en train de préparer la 7e édition, Inch'Allah, après Ramadan. Et d'autres programmes aussi. On travaille sur la transformation digitale des entreprises de femmes. Donc, comment les aider à effectuer cette transformation numérique au niveau de leur entreprise avec des coûts moindres. Parce que la transformation, parfois, les coûts sont un frein pour les femmes, pour les PME et TPE des femmes, mais le manque à gagner, il est important. Les nouvelles technologies peuvent leur permettre la commercialisation et la visibilité de leurs produits et services et vraiment aller au-delà des frontières du pays. Et c'est ce qu'aussi on a fait à travers un portail. C'est un délivrable qui nous rend un peu fiers. Bravo. C'est un portail qui permet aux femmes de la région MENA et Afrique de mettre leurs produits et services en ligne. Et donc, comment se nomme-t-il? WIB Portal. Oui. WIB, Women in Business. Donc c'est le portail du réseau WIB. WIB Portal. En tous les cas, on est très bien référencé sur Google. C'est-à-dire ils peuvent mettre... il faut déjà aller sur la page Sève. Il faut aller sur la page Facebook de Sève, sinon notre site www.sevdz.com et il y a toutes les informations concernant nos programmes. Voilà. En tout cas, vous êtes très actifs. Vous essayez de faire de votre mieux pour que la femme se porte mieux et que ces femmes chefs d'entreprise puissent évoluer aux côtés des hommes, en toute, sans complexe. Et oui, il n'y a pas de raison. On est complémentaires, on est utile au pays. Chacun de nous apporte sa contribution. C'est un puzzle et toutes les pièces sont importantes. Sont nécessaires, effectivement. Tout à fait. Très bien, donc en tout cas, hier vous étiez dans un autre domaine, c'est-à-dire, voilà, on vient de parler de l'agriculture,
Mais hier, vous animiez, donc, vous participiez à une réunion avec l'Envredette, justement dans le domaine de la gestion des déchets. Là aussi, on a un gros potentiel de femmes dans ce domaine aussi. Hier, c'est une belle rencontre. Moi, je me réjouis toujours de me retrouver en milieu universitaire et scientifique et avec des jeunes parce que c'est là où on donne naissance à de beaux projets innovants et impactants. Et effectivement, il y a eu hier une sélection, c'est un challenge auquel participaient des jeunes filles. Et donc, elles ont été honorées et primées à la fin de la journée. Un échange très important, très intéressant. Donc, on a intervenu pour parler un peu de la sève et des possibilités d'investissement. Excellent, excellent. En tout cas, vous revenez d'Égypte également et en Égypte aussi, les échanges ont été vraiment intenses avec des chefs d'entreprise et des associations locales qui vous ont permis un échange qui va peut-être avoir son impact sur l'évolution des choses chez nous, non? Inch'Allah. Ça a permis aussi de proposer la vision algérienne. Absolument. Dans mon intervention à la Ligue arabe, là où s'est passée l'ouverture de la conférence internationale des femmes chefs d'entreprise, j'ai insisté sur l'écosystème algérien, les réformes et mesures qui sont avantageuses aujourd'hui à l'investissement et pour drainer bien sûr des IDE, des femmes bien sûr, surtout pour nous, hein, c'est un peu le segment sur lequel nous travaillons. Et j'en ai profité pour faire un peu la promotion donc, de notre écosystème, mais aussi d'un événement que nous organiserons Inch'Allah en juin, c'est le prix Sève. Et donc j'ai invité des femmes des États-Unis, du monde arabe, d'Afrique, de la Corée du Sud. Donc il y avait, je pense, plus de 25 pays qui étaient représentés. Et elles sont toutes heureuses, favorables à l'idée, très très curieuses de découvrir pour beaucoup d'entre elles notre pays. Et quand on a parlé de l'écosystème algérien, beaucoup se sont intéressés à investir chez nous et Inch'Allah elles seront parmi nous en juin. J'espère que vous serez aussi parmi nous. J'espère que de belles passerelles seront jetées comme ça entre les différents pays qui vraiment s'intéressent à votre effort et à votre, à vos réalisations en tant qu'association qui gère une association qui est relative l'association des femmes algériennes chefs d'entreprise, je le disais. Oui. Voilà, des fois on a du mal. Hein. Oui, en tout cas, merci pour cette participation à notre émission. Tout ce qui me reste à dire, c'est bon vent, hein, parce qu'il y a beaucoup de pain sur la planche. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes à une période très importante pour notre économie, pour notre développement. Et la femme ne peut pas rester en marge, il faut lui apporter l'attention qu'il faut. Nous essayons de l'encadrer et de la rendre la plus utile à notre économie. En tout cas, je vous remercie de m'avoir reçu et à travers moi toute la Sève. Bonne fête à toutes les femmes, j'espère qu'elles seront nombreuses à rejoindre l'entrepreneuriat et à participer dans cette dynamique que connaît notre pays. Merci beaucoup, Shahrazad Saadi. Donc, vous êtes la présidente de l'association des femmes chefs d'entreprise. On a été ravis de vous recevoir. Ramadan Karim. Et puis, bien sûr, à chaque fois que Ramadan s'annonce, on s'inquiète aussi pour nos tables, on pense à nos tables. Et il en est un qui vous oriente très souvent. Vous le voyez souvent avec la facette du chef dans les réseaux sociaux. Il s'agit de chef Rabah Warad, donc il sera notre invité. Dans un instant, il va nous rejoindre ici même. Mais avant, on va le voir sous une autre facette, celle de l'humain, celle justement de ce citoyen du monde qui pense à la douleur d'autrui, notamment les enfants, les hommes et femmes de Gaza. C'est chef Wared qui va vous surprendre tout de suite dans ces images. C'est la première fois que ce clip passe dans Bonjour d'Algérie. Donc bonjour Fella. Bonjour Nadia. Oui, absolument. Bonjour Fella. Prête pour le mois de Ramadan? J'ai toujours été prête. Moi, j'ai jamais eu de soucis avec Ramadan. Inch'Allah, c'est surtout ça. Donc le clip. Et à un moment où les gens souffrent de famine et de malnutrition, il est difficile de penser, par exemple, à nos tables comme on le faisait avant. Je crois que les choses ont complètement changé à travers le monde. Je suis tout à fait d'accord. Oui, avec je toi. ne sais pas ce qu'en pense aussi notre invité. Oui, donc, bonjour. Moi, aujourd'hui, j'ai commencé avec clip pour Jalian.dz pour la simple raison que mon invité a eu plusieurs vies.
Il a d'abord été rappeur et il est chef aujourd'hui, un grand chef. Je chef Rabah Ourad, donc j'ai le plaisir de le recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Chef. vous, bonjour à tout le monde. Allah yisselmek. Donc, parlez-nous d'abord de ce clip. Vous avez écrit les paroles. Comment vous avez fait avec les autres artistes ce clip? Ben, c'est Fouzi Torino qui est venu me voir et m'a dit qu'il voulait faire une chanson. Et après, on a parlé, on s'est dit qu'avec ce qui se passe en ce moment, on ne pourrait pas faire une chanson qui ne soit pas sur Gaza. Parce que, je sais pas, moi, jusqu'à maintenant encore, c'est un des sujets avec lesquels je respire, je me lève, Oui. ça nous... On a tous envie de crier. On a tous Bravo envie d'avoir de- mis des mots sur ce qu'on ressent. Voilà, donc il y avait plein de trucs qui venaient dans ma tête. J'avais déjà écrit plein de choses juste pour extérioriser cette impuissance, non, par rapport à Une l'une des plus frustration. grandes injustices de l'histoire, si ce n'est la plus grande injustice de l'histoire. Un peuple entier qui est en train de subir un génocide plus que télévisé, parce que les réseaux sociaux, c'est dans les mains de chacun pour voir et tout, et avec un comportement ébahissant de l'Occident surtout, et même aussi de beaucoup de pays arabes envers ce peuple et tout. Il fallait vraiment faire quelque chose, faire quelque chose. C'est plus à un niveau personnel, quoi. C'est plus une Absolument, autothérapie, absolument. quoi, d'essayer d'en parler et d'essayer d'extérioriser tout ça, d'essayer de faire avec chacun ses moyens. Donc nous, notre moyen, c'est d'essayer de chanter, d'écrire un texte qui est assez poignant et assez précis par rapport à un peu pour démonter, et surtout, ça a été ce que j'ai écrit moi, et ce qu'on a écrit avec Fouzi Torino, c'est pour essayer de démonter la logique occidentale, non, qui se focalise sur le 7 octobre comme si rien ne s'est passé avant le 7 octobre, qui se focalise sur cette narratif, non, de l'Occident et surtout du colonialisme à travers les ans. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, ça date depuis toujours, hein. Même les combattants du FLN, les Moudjahidines, on les appelait terroristes, hein, et ça a toujours été comme ça, non, on appelle toujours terroriste celui qui se rébelle, celui qui se défend contre une machine de guerre sans pitié du colonisateur. Et là, c'est clair, c'est un colonialisme On espère clair. on espère en tout cas que ces voix qui s'élèvent, ces humains qui s'expriment et qui unissent leurs voix à travers la planète vont pouvoir avoir l'impact qu'a eu l'opinion internationale à l'époque en faveur de l'Algérie. Mais maintenant, c'est la première fois que ça se lève, hein, parce qu'ils ont perdu la guerre médiatique. La guerre médiatique. Ça, c'est perdu, et même la guerre sur le terrain, je suis sûr qu'ils vont la perdre. Mais médiatiquement, c'est un truc incroyable, la levée. Avant, on se sentait seul, hein, quand on était... Nous, on a super conscience du problème palestinien et de cette histoire palestinienne en Algérie. Mais partout dans le monde, non, même dans les pays arabes, hein, et surtout dans les pays occidentaux. J'ai vécu 20 ans à l'étranger, et je sais que pour eux, c'est rien, c'est juste un conflit et tout. Maintenant, ils savent que c'est des colonisateurs. Moyen-Orient, Moyen-Orient, le problème, Gaza. ça sera, C'est même pas la c'est Palestine, normal c'est et tout. Gaza. Maintenant, il y a une conscience incroyable. La rue américaine, européenne, partout, D'ailleurs, les vous gens avez se pris sont part, réveillés. hein. C'est fini, ils ne pourront plus revenir en arrière sur ça. Et leur comportement, c'est un comportement. Quand on se comporte comme ça, avec haine et tout, on génère rien de bon. Donc ils ont généré une levée de bouclier contre les sionistes qui va les emporter. Et juste un mot, vous avez pris part à une marche à Montréal, parce que vous revenez Voilà, de, je reviens de Montréal, Montréal, ouais. et il y avait une marche aussi pro-palestinienne, Parce que et le soutien de nos Algériens là-bas, et d'autres nations, et de toutes les nationalités pratiquement. Chef Rabah, maintenant, de l'art de la chanson, vous êtes passé à l'art culinaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? non, c'est la chanson, en fait, c'est le cheminement de la vie de chacun. Moi, quand je faisais du rap en Algérie, on a été invité vers 98, donc c'était le début d'un voyage vers l'étranger. L'Espagne Donc, d'abord. on a commencé d'abord par Paris. Donc, pardon. Il y a le temps qui change et tout La ça. capitale de la gastronomie, hein, le point Donc de on départ. arrive à Paris à Pour rappel, Radia, Chef Rabah
est rentré hier de Montréal. Oui. Donc il est encore, il ne faut pas lui en vouloir. Ça va, les cordes C'est vocales encore se portent bien, plus ou moins. sous voilà, l'effet du malgré. décalage horaire. Donc on, Franchement, on va un petit peu aller tout doucement. Je ne me rappelle plus si j'ai dormi le jour ou j'ai dormi le soir. Donc ouais, en arrivant à Paris, c'était, comme vous le dites, non, la capitale de la littérature et de la gastronomie. Donc j'en ai profité pour moi, j'arrive dans un pays, j'essaie de prendre la langue et tout ce qu'il y a de culturel, d'important. Donc pour moi, c'était la littérature. Donc j'ai fait Paris 8 et j'ai fini ma licence de littérature là-bas. J'ai fait mes études. Et après, quand j'ai fini, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apprendre de plus? C'était la gastronomie. Donc j'ai fait un CAP de cuisine. Et à partir de là, avec ce diplôme en poche, j'ai commencé à travailler à Paris. Et après, la musique m'a amené à chanter à Barcelone. Et Barcelone m'a ébahi, la langue. J'avais envie de continuer dans cette littérature, mais en lisant, par exemple, les Gabriel García Márquez, les Salinas. Il y a beaucoup d'écrivains que j'adorais en langue espagnole et je voulais lire dans la langue vous avez originale. appris, Donc je suis allé là-bas, j'ai appris la langue, la cuisine surtout aussi. Ah, c'est pas mal. La cuisine catalane, elle est incroyable. Ah, c'est magnifique. C'est-à-dire tout ce qui est Barcelone et la région autour et tout. Et même là-bas, on retrouve aussi la cuisine basque qui est incroyable aussi et tout. Et vous êtes déjà Et parti. toute la cuisine andalouse aussi. Et donc à Beaucoup partir de de belles là-bas, saveurs. Oui, mais vous êtes parti avec un bagage quand même, avec la cuisine de votre maman. la de cuisine votre- de notre enfance, claire, Oui. elle est en nous en fait, ça c'est intrinsèque. Ça, Oui. ça se réveille après, ça c'est la bête endormie. Ça se réveille quand on devient technique, quand on apprend la technicité, quand on apprend aussi, quand on est universitaire, on a une approche universitaire aussi de l'apprentissage, même en cuisine. Donc quand on commence à aller plus profondément dans la cuisine des autres pays, on a toujours en arrière-plan cette cuisine maternelle, claire, cette cuisine de nos ancêtres. D'ailleurs, ce qui m'a ramené plus tard à revenir en Algérie, parce que à un moment donné, en tant que professionnel, je me suis dit, je dois contrôler la cuisine de chez moi si je veux me sentir complet comme chef. Vous revenez de Montréal, donc je le disais tout à l'heure à Radia, et il y avait un événement, un grand événement là-bas justement, qui s'appelle, qui est Culinaire? non, d'accord. saveurs et Salon des saveurs et parfums d'Algérie. et parfums d'Algérie. Exact, ouais. Vous étiez avec Madame Sellem d'ailleurs, Avec Madame Sellem, qu'on salue au passage. Yasmina qui est venue avec nous. Et donc, moi j'ai vu les images, c'est impressionnant. Les Algériens. On les a, ces images ou pas? On va voir un petit extrait, mais il y avait un monde fou. Tous les Algériens étaient là-bas. Ouais, je Donc, pense que vous avez les images. on va peut-être regarder quelques images. Quelques... Si elles sont prêtes. Si, elles sont prêtes, normalement. Ouais. Salam alaikum, bonsoir tout le monde, bonsoir Montréal. Donc racontez-nous un petit peu, chef Rabah. C'est extraordinaire, hein, l'ambiance. C'était incroyable. Incroyable, C'était la présence des Au- Algériens. Au début des images, on a vu Madame Ktaf, Nadia, et il y avait toute son équipe, parce qu'il y avait On toute sa salue famille également. autour, qu'on Madame salue, Koutaf. Louisa C'était en et tout. présence aussi de monsieur l'ambassadeur d'Algérie à Montréal, Nourdine Sidi Abed, et le consul. Mohamed Zargot aussi, général, le consul général qui nous a reçus en plus après chez lui, ils ont été magnifiques. Ils ont beaucoup aidé à la réussite de l'événement
que Nadia et son équipe ils étaient incroyables aussi, toute la communauté qui nous Vous ont vous attendiez reçus. à cet engouement? Abdallah, Marwan, il y avait plein de gens et tout qui sont là-bas, non, qui font de la cuisine algérienne ou qui ramènent des produits algériens là-bas et qui sont venus tous aider à ce que cet événement réussisse parce que tout le monde là-bas est main dans la main, travaille main dans la main. En tout cas, il y avait un riche programme, un défilé de mode, les produits artisanaux il y avait algériens, beaucoup de les produits du terroir. Des terroirs, il y avait beaucoup d'exposants qui ont exposé un peu tout. Il y avait plein de programmes aussi. Il y avait Très Monsieur riche, qui Ladjarafi mettait en avant le patrimoine algérien. Monsieur Ladjarafi qui a fait une cuisine là, une école là-bas plutôt de musique algérienne. Andalouse. Voilà, Oui, on a vu les petites jeunes. chanter là, oui. c'est Il y a eu la là. petite jeune aussi qui a fait l'hymne national au violon. La relève est assurée. C'était des choses incroyables et surtout la communauté, elle est immense. Hein. Monsieur le conseiller général a dit qu'ils sont 110 000 déjà enregistrés au consulat. 110 000, c'est beaucoup, c'est une grande ville, quoi. C'est immense. Oui. Et ils sont venus mais, par milliers. Vous vous attendiez à cet engouement Non, des je ne m'attendais Algériens? pas, j'étais choqué. Hein. J'ai fait des photos pendant 2 heures. À un moment donné, j'avais. Les petits gâteaux et les salés ont-ils suffi à Non, parce que ça, c'est tout le monde qui a fait des gâteaux. Moi, j'ai fait des petits trucs. Hein. J'ai fait goûter la petite garantette à retravailler et tout. Ils étaient contents de goûter des choses. Parce que c'était un spectacle que j'appelle One Chef Show. Où je monte sur scène, où je raconte un peu le parcours, je raconte. L'histoire des plats aussi. L'histoire des plats, ce qu'on fait en Algérie, au Mim Rooftop chez nous, en formant les jeunes pour pouvoir un peu recréer la cuisine algérienne. Une interaction, une interactivité aussi. Exact, voilà. exact. Et donc je leur ai raconté tout ça. Et après, pas seulement raconter, je voulais qu'ils goûtent aussi. Donc on a cuisiné plein de choses qui étaient là. Il y avait plein de gens qui leur servaient les choses en même temps. Je leur disais ça, c'est une garantetta qu'on a retravaillé, on a fait comme ça. Ou ça, c'est un petit skbetch de l'époque, comme on faisait skbetch terserdine. Mais ça, c'est fait avec la dorade algérienne et tout, parce que Marwan de Castel nous a ramené plein de produits d'Algérie qui sont là-bas. Hein. J'ai retrouvé du Vevras, j'ai trouvé des choses avec lesquelles j'ai pu travailler. On a de très bons produits, surtout les artisans. Qui sont exportables même aussi, qui sont exportables. On a de l'huile d'olive, du miel, et de plus en plus, on les voit un peu partout. Hein, En tout cas, chef, vous avez beaucoup d'impact sur les jeunes, et on a de plus en plus de jeunes chefs en Algérie qui se sont inspirés de votre parcours et aussi de cette facilité que vous avez à communiquer à travers les réseaux. Vous avez beaucoup de followers, j'imagine. Ouais. On s'étale aussi. Parce qu'il a aussi cette qualité, le partage. Oui. Donc exact, vous n'hésitez pas à partager truc. vos recettes, les secrets et tout ça. Ça aussi, c'est rare chez les chefs. Pour moi, ça ne devrait pas exister. Au fait, j'étais choqué que les gens m'écrivent tout le temps, qu'ils me disent tout le temps que c'est la première qualité qu'ils adorent quand on partage les recettes. Je pense qu'un chef devrait partager les recettes plus qu'autre chose. Ce n'est pas les recettes qui font un chef. Les recettes, c'est la technique, c'est le savoir-faire, c'est le management, c'est gérer les gens, c'est gérer ses cuisines, c'est pouvoir faire de la recherche. Un chef devrait être capable de sortir 10 recettes par jour. Donc, vous imaginez. Et les recettes, au fait, elles sont faites pour voyager, pour être prises par d'autres choses. Un chef existe aussi parce qu'il a commencé à pratiquer les recettes d'autres chefs, non? Donc, à les travailler et tout. Et ici, on garde les recettes, on ne va pas pouvoir faire avancer son équipe. Donc, on ne pourra pas devenir chef. On sera cuisinier, en train de cuisiner. Mais un chef, c'est un chef qui peut faire en sorte que ses équipes exécutent parfaitement ses recettes sans qu'il soit là. Et c'est ça qui est le plus important. Donc moi, il n'y a pas de souci avec ça. Après, c'est une question de main, parce que c'est vrai. Moi, personnellement, les recettes de ma mère et de ma grand-mère, je les connais par cœur. Mais j'ai jamais réussi à trouver la même saveur. Non, mais après, d'une personne à l'autre, l'interprétation est peut-être différente. C'est pour ça que vous n'avez pas trouvé la même saveur. Chaque personne s'exprime différemment. C'est comme si chaque personne avait un timbre de voix ou une manière de parler. Donc à la fin, ça ne va pas être la même chose. Mais il y a un ingrédient super important qu'on peut transmettre à ses équipes ou à quelqu'un qui cuisine ou votre mère à vous, c'est cet amour qu'il y a dans la cuisine. Si on arrive à faire la cuisine avec amour, ça veut dire aimer le produit, aimer faire cette chose-là, créer et aimer l'autre. Pour les autres. Aimer l'autre, ça veut dire le faire et en ayant ce sentiment de vouloir lui faire plaisir de vouloir le rendre heureux, et c'est impossible après de rater sa chose. Après, bien sûr, il faut apprendre ces techniques, il faut travailler. Vous avez évolué, en parlant technique, vous avez évolué je vais y arriver, évolué avec les grands chefs connus de renom. Et en Espagne, en Angleterre, vous avez même travaillé dans un restaurant
étoilé, Plusieurs plusieurs restaurants fois, étoilés, 10e classé au monde. Ouais, le et vous Ledbury avez avait des ouvert votre étoiles. restaurant en Angleterre pendant des années aussi, qui avait beaucoup de succès. Et vous êtes rentré en Algérie après. Donc on peut voir peut-être un extrait de vos performances, chef Rabah. Je ne sais pas si On le a voit des en images. cuisine pour l'instant, Oui, c'est on pas voit la cuisine. performance. Ça, c'était en cuisine au salon des goûts et saveurs d'Algérie à Montréal, ce que vous avez vu avant. Ouais. Ouais. Moi, ma question, c'était est-ce que la cuisine algérienne peut être au même niveau que que la cuisine internationale gastronomique? Parce que jusqu'à présent, et je ne sais pas si je fais erreur ou pas, il n'y a pas de restaurant gastronomique algérien à l'étranger. Ça Si vous parlez de restaurant gastronomique en faisant référence à un restaurant étoilé, qu'on dit étoilé, ça veut dire le classement qui est le plus respecté, c'est Oui. étoilé Michelin, ou au moins être dans une des listes les plus importantes, par exemple comme 50 Best Restaurant, ou être vraiment classé mondialement et tout. À l'étranger, pas encore. Parce qu'un restaurant qui se dise, il y a peut-être des chefs qui sont d'origine algérienne, qui ont gagné des étoiles, comme Akram et compagnie. Akram Benalla, il y a Gawawi, il y a... Ouais, il y a des gens qui travaillent et tout. Mais un de... restaurant algérien 100%, qui est de la cuisine algérienne, qui s'est exporté et qui a un restaurant qui est étoilé, moi j'en rêve. Hein. J'ai commencé à le faire à Londres, mais à un moment donné, l'aventure s'est arrêtée pour des raisons ou d'autres. Et je suis content que ce soit arrêté parce que je ne serais jamais revenu. J'aurais jamais glané tout ce que j'ai glané pendant ces 5 dernières années depuis que je suis revenu, au contact de Yasmina, d'autres cuisiniers, d'autres chefs algériens qui sont d'autres chefs brillants. algériens. Et on allait un peu partout, surtout dans les régions d'Algérie, pour un peu s'inspirer et aller plus profondément dans la cuisine algérienne que je ne connaissais pas. Voilà. Moi, je connaissais l'algéroise, la berbère, chez moi, avec ma maman, avec mes sœurs et tout. Mais maintenant, avec tout savoir-faire, demain, Inch'Allah, peut-être dans un avenir proche, à Montréal ou à Paris, ou à Barcelone, ou dans des villes que j'adore, où j'ai vécu, peut-être à Mexico City, Kensab et Mexico City. Donc à un moment donné, peut-être, je suis sûr que je finirai par faire ça, parce que ce serait la meilleure façon de faire rayonner cette cuisine qui est déjà au niveau international. La seule chose, la différence, c'est une différence de marketing, c'est une différence de placement. La cuisine française, vous disiez Paris, la capitale de la gastronomie, parce que ça a été vendu comme ça, parce que ça a été bien marketé. Mais Tokyo, c'est incroyable, Bali, c'est incroyable, Bangkok, c'est incroyable, Mexico City, c'est incroyable, Lima au Pérou, c'est incroyable. Toutes les cuisines du monde sont incroyables. Chaque cuisine de chaque pays, surtout les pays, nous on est parmi les pays qui ont, c'est un continent, qui ont une cuisine super profonde et qui s'exportera bientôt. Pour terminer, on va rappeler... Qui est déjà en tête de liste de l'Atlas. Oui. Aussi, voilà. Ouais. Et pour beaucoup on de en a plats. parlé déjà. Pour rappeler, Radia, pour terminer, Chef Rabah a décroché un prix il y a 2 ans, 3 ans Non, l'année dernière. L'année dernière, 2022. Début 2023. Début 2023, à Monaco, comme meilleur restaurant. Oui, c'est la première fois qu'on se fait reconnaître par une liste internationale, la liste 1000. Ils nous ont donné comme table à découvrir en Méditerranée dans les prix spéciaux. Ouais, on est allé à Monaco et ils nous ont donné ce prix-là en présence de grands chefs internationaux. Félicitations, chef. En tout cas, je viens de voir notre ami Rejdal, donc Youssef, qui est au Canada également. C'est lui qui présentait, oui, c'est chef Yasmina. On le salue, on lui souhaite un bon ramadan. C'est Louisa, une des organisatrices, et Nadia Khattaf. Ils font un travail magnifique aussi avec la communauté là-bas. Et aussi pour faire connaître la cuisine algérienne, il faut les appuyer pour qu'ils continuent à faire ce salon chaque année et qu'ils grandissent chaque année, parce que c'est avec des événements comme ça, avec des salons comme ça, que la cuisine algérienne, avec un vrai marketing comme ça, qui est porté par les Algériens à l'étranger, par la communauté à l'étranger, comme cette belle communauté de Montréal, c'est avec ça qu'on va imposer la cuisine algérienne et exister avec le savoir-faire. On pourrait terminer avec la performance de Chef Rabah, la performance technique. Non, je ne pense pas qu'on puisse. L'image n'est pas prête, malheureusement. Sinon, il l'aurait diffusée. Mais en tout cas, on a été ravis de le recevoir ce matin, de parler d'art, de parler aussi d'humanisme et de parler aussi de saveurs. Ramadan Karim, chef.
Et certainement Merci. que vos followers seront ravis de vous retrouver comme d'accoutumé et d'avoir vos conseils donc prodigués à travers la toile, n'est-ce pas? Ramadan Karim à tout le monde, Sahar Ramadankum, à Al-Jali, Al-Jazairi, à tous ceux qui sont à l'étranger soient. et à tous les Merci Algériens encore. qui sont ici. Eux, ils savent qu'ils pourront venir goûter parce que nous, on travaille pendant Ramadan et on fait tous ces menus-là. Et surtout dans les réseaux sociaux, je serai là toujours pour essayer de partager des recettes, pour essayer de leur donner mes conseils et tout, pour qu'ils en tout puissent cas, s'en Et il y a sortir. d'autres consécrations encore. On vient de vous voir avec votre, voilà, votre médaille ou votre. Ah, c'est la médaille que Oui. vous avez eue. Voilà, En tout cas, c'est parce qu'ils félicitations. donnent Voilà. des plats gastronomiques super beaux pour un peu consacrer les gens par rapport au travail. Et ça fait Et ça plaisir vous a encouragé moi, ça me fait encore, plaisir oui. que c'est pas fait à l'étranger. Ça veut dire que c'est un restaurant qui est ici, avec des jeunes Algériens, des jeunes qui viennent et qui travaillent chez moi chaque jour avec nous au MC Hotel. Les gens, ils travaillent comme des dingues et tout, et qui soient consacrés, plus eux que moi, revenir vers eux avec ça et tout, leur dire voilà, votre travail est reconnu à l'étranger. c'est Vous ça qui avez est même plus beau. reçu des stagiaires étrangers dans votre... Bien sûr, il y a des stagiaires Ouais. qui viennent de l'étranger, de En tout- Grèce, de France, qui sont venus En tout travailler cas, chez nous. je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et Merci à vous. j'espère qu'on aura d'autres occasions à... De vous recevoir De vous et de recevoir. parler justement de plaisir des papilles et d'art culinaire algérien avec grand plaisir. Bien sûr, parler plus en détail de la cuisine algérienne et des choses qu'on peut. Des conseils pour le premier jour de Ramadan, juste une soupe légère avec quelque chose Il de... faut commencer super léger parce que quand on commence à faire, à faire son jeûne et qu'on ne mange pas toute la journée pour la première fois ou qu'on n'a pas l'habitude de le faire, on peut vite ne rien pouvoir manger. Il faut vraiment commencer Très léger avec Graduel, un bourek léger. Le harira en général c'est le mieux pour commencer. Je pense tout le monde sait, tout le monde commence vraiment En léger. tout cas, on a les chefs qui nous orientent, en tout cas à travers la toile, à l'instar de chef ici Rabah présent, donc Ouared. chef Rabah Ouared. Donc on était ravis Merci de beaucoup. vous recevoir ce matin. En tout cas, moi je fonce depuis qu'il y a voilà, toutes ces belles recettes sur les réseaux. Je n'ai plus de crainte. Merci Fella pour Merci, Radia. Jalia des aides. C'est fini ce Merci matin. à toi. Et on se retrouve dès dimanche prochain. Avec plaisir. Avec vraiment de belles découvertes comme d'accoutumé. En tout cas, Merci beaucoup. les saveurs algériennes, c'est toujours à l'honneur dans notre émission. Tout de suite, à travers la rubrique de Soumeya Zerouali. C'est parti. Bonjour et bienvenue à vous, amis téléspectateurs.
Pouvoir travailler comme d'habitude Avec le batteur. avec le batteur, voilà. Hein? Je vous laisse faire, moi je vais voir, Oui, s'il vous plaît. je vais voir parce que j'ai mis le chocolat, Le chocolat noir à à fondre, fondre. voilà. Oui, Que allez-y. je vais rajouter comme ça, du beurre Du beurre. à Ouais. l'intérieur pour la brillance. Voilà. Il faut y aller au max. Au max. On va monter. Voilà, le sucre il a fondu. Voilà. Je pense que c'est bon. C'est bon. On va pouvoir maintenant faire monter les blancs en neige. Parfait. Alors le sucre il a fondu, le mélange a un petit peu changé de couleur. Donc on est bon, on va pouvoir monter les blancs en neige. Regarde le chocolat. Oui, c'est bon. Et nos blancs sont montés. On va monter les blancs. Oui. Parfait.
après. Voilà. Vous pouvez aussi le préparer la veille, Oui. c'est encore mieux. Oui, c'est encore mieux. Toute une nuit au frais, Oui. vous allez voir, c'est Exactement. la meilleure mousse au chocolat que Exactement. vous pouvez consommer. Voilà, Allez, donc c'est on a une autre préparation, on va remplir encore d'autres Exactement, d'autres ramequins, Exactement. d'autres verrines, et on se retrouve dans un moment pour déguster et vous présenter, déguster d'abord, non, je rigole, pour vous présenter donc notre dessert. À tout de suite. Chef, on a fini. On a fini, voilà. Et la mousse, elle est prête. Prête à... Au grand bonheur de... Justement la rubrique de Soumaïa Zerouali pour parler à présent de patrimoine, pour évoquer aussi la nuit du doute avec la présence parmi nous justement de monsieur donc Abdelhamid Hachadi, ici présent, représentant du ministère des Affaires religieuses et des Waqf. On est ravis de vous recevoir ce matin. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, donc on va parler du mois sacré de Ramadan avec vous dans un instant, mais honneur aux dames d'abord, si vous le permettez. Bien sûr, les dames d'abord, bien sûr. Alors, Samira Hadjamal, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Ça va. On va se balader dans le même quartier que la dernière fois. On n'est pas très loin du jardin de Marengo, voilà, jardin de Prague. On reste à proximité pour parler d'un prestigieux lycée qui a toute une histoire. Voilà. Mais pas que. Donc, mais pas que. Alors, il a une grande histoire peut-être pendant la colonisation parce qu'il a accueilli énormément d'élèves qui sont devenus plus tard des ministres ou de grands auteurs ou qui ont intégré l'Académie française, mais il a aussi accueilli Mamry et Camus. Alors pourquoi il est intéressant? Ce lycée s'appelait au départ le Grand Lycée d'Alger. Il a été construit parce que après la colonisation, donc 1830 d'Alger, de l'Algérie, il y a eu plus de monde, plus d'élèves, plus d'enfants, donc il fallait à chaque fois trouver des écoles. Et à un moment, la caserne, donc, qui était la caserne des janissaires, qui ne se trouve pas très loin du Théâtre national d'Algérie, ne suffisait plus. Il y avait plus de 200 élèves, donc ils ont eu l'idée de créer carrément un lycée. Voilà, un grand lycée énorme, puisqu'il était conçu sur à peu près 12 000 mètres carrés. Voilà. Donc ce lycée, au moment où ils ont commencé, c'est-à-dire en 1860, à creuser, d'abord, tout de suite, 2 mètres, ils ont trouvé des tombes musulmanes, bien sûr. C'est l'autre partie. Ils ont même mangé sur le jardin de Prague, donc le jardin Marengo, ou le jardin des condamnés. Ils ont trouvé des tombes des pachas, des tombes musulmanes. Et un an plus tard, je crois à 8 ou 12 mètres, ils ont trouvé des tombes, une nécropole romaine, et avec énormément d'objets à l'intérieur. Ils ont trouvé le squelette d'un homme, ils ont trouvé des poteries, des verres, enfin ils ont trouvé un tas de mobilier funéraire.
Et ce mobilier, justement, a confirmé ce que le docteur Shaw avait dit un siècle avant, ou deux, que en fait, Alger était tout simplement la ville antique d'Icosium. Voilà. J'ai fait un petit montage vidéo, je ne sais pas si on peut le voir. Bien sûr qu'on peut. Donc voilà, nous avons des images qui nous rappellent toute cette histoire. Là, on est dans un musée. Au musée des Antiquités. Moi, je me sens chez moi là-bas. J'aime beaucoup. On y découvre tellement de choses. Et à chaque fois, on découvre un objet nouveau. Tous les objets qui sont entreposés dans les musées d'Algérie racontent un petit morceau de l'histoire de l'Algérie. Il reste énormément de choses à découvrir, puisque... De très belles mosaïques. De très belles mosaïques, Zellij qui remonte à la Qala des Ben Ahmed. Énormément de marbre. Et des marbres, par exemple, il y a aussi de la numismatique là-bas. Oui, bien sûr. Beaucoup de pièces de monnaie qui racontent les différentes étapes et civilisations. Toutes les étapes, oui. C'est dans un autre bâtiment. Donc voilà, on voit le docteur Shaw, qui en réalité a écrit un ouvrage, puisqu'il voyageait énormément, dans tout le Maghreb, donc Algérie, Tunisie, il est allé partout. Et il a raconté, un peu à la façon de Ibn Khaldoun, le climat, l'agriculture, la vie sociale et tout ce qu'on pouvait trouver dans Alger. Et donc, tel qu'il l'a décrit, l'Algérie telle que décrite par ce savant était comment, Samira? Magnifique. Magnifique. Alger est florissante, avec beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de commerce, beaucoup d'échanges aussi. Il y avait des échanges commerciaux avec énormément de pays comme l'Italie, l'Espagne. Tout le monde venait à Alger. Et ça dénote un grand raffinement des habitants des différentes dynasties et civilisations. Mais avant lui, Ibn Hawqal en avait parlé bien sûr, il y a eu le Bakri, tout a été décrit. Et le Bakri a décrit Alger avec l'Antiquité, avec tout ce qu'il y avait. Voilà, alors ce lycée il est immense. Il est immense, il est sur 12 000 m², il est très intéressant. Beaucoup de choses ont été détruites pour qu'il prenne place, lui. Et ces objets sont importants. Ils sont importants pour la ville d'Alger et ils sont importants aussi parce qu'ils racontent... Ils nous rappellent un petit peu l'histoire, le cheminement justement de toute... Voilà la nécropole. Et dans cette nécropole, on l'a trouvé à 8-12 mètres de profondeur. On a découvert alors des sépultures à l'intérieur, on a trouvé du mobilier, on a trouvé des gobelets des gladiateurs. Bon, ils étaient un peu... mais il y a eu une correction, une réhabilitation. Voilà. Gravé dessus. Exactement, voilà. Et en fait, ça raconte que la rue Bab Azoun, Bab Loued a été construite, c'est comme sur une superposition de civilisations. Donc à chaque fois qu'il y en a eu, et la preuve a été découverte pendant les fouilles de la place des martyrs. On a les différentes strates, effectivement. Voilà, et donc ça on a Icosium, Icosium, on a voilà. Voilà, et donc on suppose aussi que les ruines qu'on a tout près de Dar al-Hamra, juste en face de la mosquée Ali Betchin, donc l'îlot l'Allahum, dans la Basse Casbah, cette partie de Basse Casbah, c'était le théâtre de Icosium. Ils sont sur le boulevard, tout le monde peut les voir. Il y a juste un grillage, mais on peut voir très très bien ce qu'il y a à l'intérieur. On peut voir aussi Dar al-Hamra, qui est un palais construit par Mami Arnaout. Et enfin voilà, c'est toutes ces choses. Moi, ce que je voudrais, c'est inviter les gens à visiter les musées. Il faut vraiment y aller. Absolument. Et s'attarder sur les pièces qui sont exposées, parce que ces pièces, il y a des petites notices, il y a des explications, peut-être pas longues, mais ça nous permet ensuite un début de recherche, c'est-à-dire si on veut s'intéresser à l'histoire de la ville ou l'histoire de l'Algérie, parce que dans les musées d'Algérie, beaucoup d'objets ont été trouvés dans plusieurs wilayas, ils ont été transportés au départ à Alger. Dans des sites, différents sites archéologiques, effectivement, qui ont permis de connaître mieux notre histoire, effectivement. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore énormément de choses qui n'ont pas été découvertes de ce côté de la ville, mais ce qui est certain, c'est que Icosium est né un jour là-bas, et qu'une civilisation s'est installée, et qu'il y a eu un forum, enfin il y a eu beaucoup de choses, il y a eu toute une vie qui s'est installée là-bas,
et qui se trouve probablement sous la terre. Tout encore. enfoui, Voilà. tout comme les vestiges d'Icosim qui sont un peu antérieurs. Donc cette ville qui est née d'abord Par la légende d'Hercule et ses 12 compagnons, Écosie, 20 en Oui, grec, oui, c'est donc, une légende. Hein. oui. Voilà. Et oui, c'était un comptoir phénicien tout d'abord, et puis après, bon, bien sûr, les Numides ont développé des choses, et cette ville est Les née, s'est Byzantins, les agrandie Romains, petit à petit. Voilà. Voilà, donc c'est vrai que moi j'adore en tout cas visiter les musées. Mais j'invite, effectivement, je joins ma voix à la tienne, Samira, pour dire allez-y, les musées sont magnifiques, ils regorgent de vestiges incroyables. Ils racontent notre histoire. Notre histoire, voilà. Et l'histoire aussi de la Méditerranée, hein, parce qu'il y a eu énormément de civilisations et c'est marqué. Par exemple, on a retrouvé, et on le voit, on la trouve dans le musée des Antiquités, la statue de Pomone, on la voit au début du montage vidéo. Une statue, c'est la déesse Pomone, Pomone veut dire abondance, et ça a été trouvé à El Biar. Et donc ça a été entreposé dans les musées pour ceux qui n'ont pas été emportés après 62 à l'étranger. Hein. Donc voilà. Et ça raconte l'abondance qu'il y avait. Ils vénéraient des dieux. Il y a eu le culte de Jupiter, de Saturne, enfin tous les grands dieux de l'Olympe à Alger. Et ça, c'était pour remercier, Oui, effectivement. pour Donc, c'était- l'abondance, les richesses et tout ce qu'il y avait à l'époque à Alger. Voilà. Voilà, c'était la période anté-islamique. En tout cas, Voilà. notre pays aujourd'hui jouit justement de cet attachement à une religion qu'on aime beaucoup, l'islam. Et on approche de plus en plus du mois sacré de Ramadan, attendu d'ailleurs avec impatience. Et aujourd'hui, on va scruter la lune et le croissant lunaire. Enfin, on va scruter le ciel pour essayer de voir et d'observer le croissant lunaire. Donc voilà, c'est l'occasion justement de vous convier à nous en parler, Monsieur Hachadi, vous qui êtes bien placé en étant un représentant du ministère des Affaires religieuses et des Waqf qui veille au grain justement par rapport à cette nuit très importante. Pourquoi l'est-elle par rapport au monde musulman? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. D'abord, je tiens à féliciter toute la nation musulmane et spécialement, particulièrement, notre peuple algérien, bien sûr, y compris notre communauté à l'étranger, pour l'arrivée de ce mois sacré qui représente le 4e pilier de l'islam. Et puis, bien sûr, comme il est connu et su par tout le monde, la nuit du doute, ou bien l'Laylat Shak, bien sûr, celle où nous sommes dans l'obligation d'observer et de guetter la naissance du croissant de la lune de Ramadan. Bien sûr, cet acte, pour certains, c'est une tradition, alors que réellement, il faut savoir, il faut bien noter que c'est un acte d'adoration, c'est un acte religieux. Le fait d'observer et d'attendre la naissance de ce croissant n'est pas simplement une tradition. On est dans l'obligation d'obéir à des directives, à des recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à des recommandations du Coran. Le Coran al-Karim nous recommande de jeûner quand le mois entre. Donc, dès l'arrivée du mois de Ramadan, vous devez jeûner. Et l'arrivée de Ramadan ne peut être certifiée qu'après avoir vu la naissance du croissant lunaire de la lune de Ramadan, bien sûr. Donc, comme le calendrier lunaire, le mois est entre 29 et 30 jours, donc il y a toujours cette comment dirais-je, on balance parfois entre 29 et 30 jours, donc on est dans cette situation de doute, bien sûr, mais qui est, je dirais, on a trouvé la solution, bien sûr. Ce n'est pas maintenant, mais depuis longtemps. Bon, on sait quel jour on doit observer. Bien sûr, en joignant le calcul astronomique, bien sûr, qui est fiable et qui est très exact, à la vue, à l'œil nu. Bien sûr, cela en partant d'un principe et d'une règle très, très connue, bien sûr, chez les théologiens, c'est qu'il n'y a pas de contradiction
entre une vérité scientifique, bien sûr prouvée, et un texte, qu'il soit coranique ou prophétique, un texte religieux authentique. Très bien. بالعربية يقولوا لا يوجد تعارض بين صحيح المنقول وصريح المعقول. Ça, c'est une vérité pour nous qui est bien sûr une base sur laquelle on part dans notre approche pour l'observation du croissant lunaire de Ramadan. Donc, la science. Donc vous travaillez en étroite collaboration avec en collaboration, les bien instances, sûr, en joint l'utile à l'agréable, comme on le dit, en joint le calcul astronomique qui nous donne l'intervalle, il nous donne en précision le moment de la naissance. C'est à peu près 8 heures, 12 heures qu'on peut le guetter. Précis. C'est très précis. Oui. Sauf s'il y a des conditions météorologiques qui peuvent empêcher la vision, bien sûr, par l'œil nu. Donc, nous, on opère et on procède à l'observation dans le temps, dans l'intervalle. Il faut que ce soit à l'œil nu, Monsieur Hachabi? Non, si les conditions météorologiques ne le permettent pas, on procède et on se contente du calcul astronomique, bien sûr. Ça sera la solution qui تنحي كاع الخلاف, bien sûr. Très bien. Mais oui, parce que le calcul on peut par le biais de peut-être des oui, parce que parfois le croissant naît à l'extrême-orient. Donc ils peuvent l'observer avant nous. Et parfois, il sera observé à l'extrême-occident. Donc, la naissance du croissant peut être un petit peu tardée. Donc, on est obligé de guetter pendant tout ce moment. Cet intervalle. Donc, l'intervalle est bien déterminé par le Centre national d'astronomie. C'est le CRAC, oui, bien sûr. Voilà. Donc, là, on procède et on opère dans cette période et dans ce temps bien déterminé. Très bien. Donc, qui est un acte purement religieux, un acte d'adoration. Donc on le fait par obéissance aux recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Somu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Mais nous aussi on a pris la tradition depuis des années d'attendre quand les chouyours se réunissent, on allume la télévision. C'est devenu une tradition, voilà. Mais au départ c'est un acte d'adoration, c'est un acte religieux recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On le faisait auparavant d'une façon individuelle, parfois en famille, parfois en groupe. Mais maintenant, c'est régularisé, c'est bien organisé. Et il y a des comités d'observation au niveau national. C'est des comités d'observation au niveau national, dans toutes les wilayas, dans toutes les APC, parfois dans toutes les mosquées. Oui. Parce qu'on choisit les mosquées qui sont les plus élevées, bien sûr, qui peuvent donner une clairvoyance. Donc, ces comités qui vont faire le constat et envoyer leur rapport systématiquement au comité national de l'observation de la lune, du croissant de la lune du mois de Ramadan. J'imagine que pour peu qu'une commune bien sûr, il suffit qu'il y ait c'est bon. Une commission, bien sûr, et qu'elle soit bien sûr installée d'une façon officielle, parce que c'est des rapports officiels. Donc, et ça sera envoyé avant à la présidence, bien sûr, et puis donc c'est le président qui doit être au courant le premier, et puis donc on annoncera à travers le ministre des Affaires religieuses et des Waqf la venue du mois de Ramadan. En direct de la télévision. Ce sera annoncé à travers l'écran. Et ça sera aujourd'hui, Inch'Allah, après 18h. Donc c'est entre Salat al-Maghrib et Salat al-Isha, où la commission nationale sera réunie, bien sûr, avec le ministre du ministère des Affaires religieuses et des Waqf. À partir de quelle heure on sera à 16h à Dar al-Imam, في المحمدية. Et on sera bien sûr dans l'attente des rapports qui seront transmis bien sûr systématiquement et régulièrement.
Et donc la noce sera faite avant l'Isha, bien sûr, Inch'Allah. Inch'Allah, j'espère en tout cas que toute la communauté musulmane, où qu'elle soit, puisse justement voilà, profiter de ce mois pour se ressourcer, pour aller vers, voilà, pour revisiter nos valeurs, pour revisiter un petit peu notre engagement aux préceptes de notre prophète. Bien sûr, ce mois, c'est une occasion à ne pas rater, c'est une occasion, c'est un moment de grâce qu'on doit profiter, qu'on doit essayer d'entreprendre des actes d'adoration qui sont bien recommandés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un mois de clémence, de miséricorde, c'est un mois de réconciliation avec soi-même, réconciliation avec Allah tabaraka wa ta'ala, réconciliation avec la famille, réconciliation avec les voisins, réconciliation avec l'environnement et la réconciliation même avec notre mode de consommation. Malheureusement, qui prend une tournure un peu excessive pendant le mois de Ramadan, on est dans l'obligation d'économiser. C'est le mois d'austérité, en Bien sûr, justement. Ce n'est pas le cas partout. On est obligé de manger avec modération. C'est pas cette envie, cet engouement qui prend les gens pendant le mois de Ramadan, il est un peu exagéré. Exagéré un peu. Absolument. Oui. Mais que disent les préceptes de l'islam par rapport à ça? Mais il faut économiser, bien sûr. Voilà. On est appelé à jeûner pour bien sûr se souvenir et se rappeler qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, dans la nécessité. Et je profite de l'occasion pour bien sûr saluer la résistance de nos frères palestiniens qui sont aux portes de Ramadan. Ils sont dans cette situation désastreuse, ils sont dans le besoin et on utilise, la famine comme on instrumentalise cette situation grave, bien sûr, et certains pays, bien sûr, d'Occident profitent pour montrer que ce peuple est un peuple mal organisé, est un peuple... Comment voulez-vous que les gens devant la famine? La famine, laissez les gens souffrir de famine et puis vous leur lancez de la farine. De la farine, parfois في البحر. Oui, c'est vrai. Donc c'est l'occasion. On doit méditer autour bien de sûr tout pour ça, méditer, bien sûr, pour se rappeler. Et renforcer sa foi. Bien sûr, et renforcer sa foi, bien sûr. Voilà, Samira, vous venez de prendre la parole. Alors, Ramadan Karim. Oui, à ma mère, bien sûr, Toal Amar, Bsaha Oulana, au